Au moins, il y aura une Voilà, ça a commencé. Bonjour chers abonnés, c'est Awa Fofana aujourd'hui en direct. Je suis en direct comme notre rendez-vous de tous les jours, de tous les jeudis. Voilà, comme on le fait d'habitude. J'espère que vous êtes là, hein, je suis en direct. Venez nombreux parce qu'aujourd'hui c'est très intéressant. J'ai une invitée avec moi qui va nous parler d'un sujet qui est très intéressant pour l'Afrique. Donc, soyez présents, soyez là. Ah, super, on a déjà une personne qui nous regarde. Donc, c'est bon, on a deux personnes. Voilà, Claude qui est là. Super. Donc, bonjour tout le monde, bonjour chers abonnés. Voilà, je suis en direct comme chaque jeudi pour parler des problématiques de politique de développement en Afrique, économie politique, relations internationales. Et voilà, aujourd'hui, on a la 10e séance, 10e vidéo. Donc, super, ça montre que ça va, ça montre que ça avance, ça évolue. Et comme je le dis chaque fois, c'est à cause de vous les abonnés que ça marche comme ça, que ça avance. Et je vous dis vraiment merci. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Claude, Madame Claude Fischer-Herzog, qui est une grande dame pour moi, une maman, une grand-mère qui est tout, une femme qui a la main sur le cœur, qui est très gentille, qui adore l'Afrique et qui travaille sur les problématiques africaines. Donc aujourd'hui, elle va nous parler de l'industrialisation de l'Afrique avec un focus sur l'énergie parce que pour elle, sans énergie, il n'y a pas d'industrie, sans industrie, il n'y a pas d'énergie et du coup, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de climatisation et il n'y a pas beaucoup de choses. Donc du coup, aujourd'hui, voilà, comme je vous avais dit dès le départ de mes vidéos, de mes séances vidéo, je vous ai dit que je me ferai accompagner souvent de certaines personnes qui vont travailler sur certaines problématiques. Aujourd'hui, on a une première invitée qui est Madame Claude Fischer-Herzog qui va vous parler de l'industrie. Je vais pas tarder parce qu'on va pas faire des vidéos assez longues pour ne pas que mes internautes refusent peut-être de regarder jusqu'à la fin parce que c'est trop long. On essaiera de rester dans un temps bien déterminé. Et après, si vous avez des questions aussi à nous poser ou bien à poser à Madame Claude, vous pouvez mettre en question-réponse ou on pourra voir pour qu'elle puisse éventuellement vous répondre. Donc, sans plus tarder, je vais pas prendre trop le temps. Je donne la parole à Madame Claude. Mais j'avais déjà fait un petit article sur elle, si vous voyez... pour l'annonce justement de cette vidéo, pour vous dire qu'est-ce qu'elle fait, quel travail elle fait, et vous dire aussi qu'elle aime tellement l'Afrique qu'elle s'appelle Nanyuma. Voilà, donc c'est bonne maman. Donc je vous passe Madame Claude Fischer pour vous parler de l'industrialisation avec un focus sur l'énergie. Merci. Merci Awa. Alors Nanyuma, c'est bonne maman, c'est vrai, mais c'est aussi travail, paraît-il. Et bienvenue dans l'identité africaine. C'est Chloé Aïcha Boro, qui est une amie du festival de cinéma, elle-même cinéaste, qui a été étalon d'or d'ailleurs au FESPACO, qui m'a baptisée en Bambara. Voilà, donc ça c'est effectivement super. Alors, mon métier c'est de faire du cinéma, enfin, montrer les films des cinéastes, mais c'est aussi bien sûr l'économie politique. Et je te remercie de m'avoir invité à ton émission pour cette séance sur l'industrialisation de l'Afrique, dont on parle maintenant depuis plusieurs décennies et qui ne se fait pas. L'Afrique a connu des taux de croissance intéressants depuis 3 décennies. Je dis intéressant parce que souvent on nous dit mais l'Afrique est en plein taux de croissance, des taux exceptionnels. Bon, d'abord il faut le relativiser parce que les taux de croissance ça se mesure toujours en parallèle avec les taux démographiques. Or le taux de croissance de la démographie en Afrique sont plus élevés que les taux de croissance économique, ce qui veut dire in fine que l'Afrique s'appauvrit quand même. Et en plus c'est très illégal. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui tirent la croissance africaine, comme l'Éthiopie, mais dans l'Afrique de l'Ouest, par exemple, la Côte d'Ivoire, le Ghana, mais en moyenne, évidemment, c'était quand même du 5%, ce qui était mieux que l'Europe, mais très en deçà des taux de croissance démographique. Et en tout cas, depuis 2015, on est retombé à 2,5%. Et comme je le disais, tiré par quelques pays. Tous les autres pays, évidemment, ne font pas autant de croissance et donc restent pauvres, voire s'appauvrissent encore davantage. Donc, il faut faire très attention. Et quand on regarde à l'intérieur
des taux de croissance, on s'aperçoit que l'industrie, justement, ne joue pas un rôle, ne contribue pas, mais de façon très marginale en tout cas, à cette croissance. Et pourtant, on le sait, l'Afrique a un potentiel énorme, donc on ne comprend pas, enfin, on le comprend, je vais y revenir évidemment, mais il faut savoir que l'Afrique participe pour 1,6% seulement à la valeur ajoutée mondiale, donc c'est très peu, très très peu. Or, elle exporte 71% de ses matières premières dont elle a à profusion dans son sous-sol. Et avant de revenir sur cette question, je voudrais dire qu'il est urgent maintenant de changer de cap du point de vue des politiques publiques des États africains, des politiques régionales à mettre en place et aussi sans doute changer les relations que l'Afrique a avec les autres pays du monde et notamment avec l'Europe. Il y avait un jeune homme, là, un internaute qui disait « l'Afrique n'a pas besoin de l'Europe ». Je pense que si, on y reviendra, mais surtout, elle doit changer ses relations à l'Europe et l'Europe doit changer ses relations à l'Afrique. On a encore des relations, effectivement, de dominant à dominé, c'est insupportable. L'Europe achète les matières premières, vend ses produits finis à haute valeur ajoutée, ça ne peut pas durer, sinon l'Afrique continuera à s'appauvrir, d'autant qu'elle est devant des défis extraordinaires de développement démographique, 2,4 milliards, vous serez, ou nous serons, parce que moi je me considère un peu comme une Africaine quand même. Voilà, l'Afrique appartient à tout le monde, comme l'Europe appartient à tout le monde. J'espère en tout cas que le monde, lui, appartient à tous les humains. Et donc, nous avons là besoin effectivement d'avoir des relations de coopération en solidarité qui permettent aux Européens, bien sûr, de se développer, de continuer, parce que nous sommes en crise. Enfin, en tout cas, nous approchons d'une crise qui sera peut-être encore plus sévère que celle de 2008. Et puis, aux Africains de se développer, parce qu'ils ne sont encore qu'à 3% de la croissance mondiale, c'est-à-dire très, très peu, alors qu'ils sont 17% de la population mondiale. Donc, on voit bien là le gap qui existe. Alors, je voudrais aussi tout de suite combattre une idée qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est que l'Afrique a trop de richesses, ça la pénalise. Alors moi, je voudrais combattre cette idée reçue. La richesse de l'Afrique n'est évidemment pas un handicap. La richesse de l'Afrique, évidemment, elle est devenue un handicap. Parce que les États se sont satisfaits de la rente qu'elles produisaient en vendant leurs matières premières sans les transformer à l'extérieur. Mais elle est un potentiel énorme de développement industriel, à condition bien sûr que l'Afrique transforme elle-même ses matières premières et crée de la valeur ajoutée en créant des produits finis qu'elle pourra vendre sur la chaîne internationale et rentrer un peu plus dans la mondialisation. C'est-à-dire que l'Afrique, de ce point de vue-là, si elle se contente de vendre ses matières premières, elle sera doublement pénalisée. D'abord, elle ne transforme pas, mais deuxièmement, elle est dépendante des prix qui se forment sur le marché mondial. Donc, en fonction de la volatilité des prix, quelquefois, l'Afrique est pénalisée, quelquefois, elle s'en sort mieux, mais ça reste quand même pas au niveau de ce qu'elle devrait pouvoir avoir, puisqu'on a vu avec le pétrole, par exemple, quand les prix sont très bas, le Nigeria plonge, alors évidemment le Burkina c'est mieux parce qu'il importe son pétrole. Sauf qu'en même temps les prix agroalimentaires tombent, donc le Burkina est pénalisé, donc l'Afrique ne peut pas comme ça, sans arrêt, ne dépendre que des prix des matières premières, il faut qu'elle transforme ses matières premières. Et je suis persuadée, pour ce qui me concerne, parce qu'il y a le débat aussi aujourd'hui sur la place publique, que seule l'industrialisation permettra à l'Afrique de rattraper les autres pays du monde. Je le disais, elle est à 3% du PIB mondial, mais elle doit faire face à ces enjeux démographiques. D'autant plus que sur les 2,4 milliards d'habitants, il y aura 60% de jeunes qui auront moins de 25 ans. Donc si on ne crée pas d'activité et d'emploi, et ce dans tous les secteurs, je vais revenir, évidemment, ça va faire un boomerang terrible, et on ne sait pas ce que deviendra évidemment l'Afrique, où il y aura beaucoup de misère, beaucoup d'inégalités, des conflits, des tensions, des migrations, bien sûr, parce que les jeunes ne vont pas se laisser mourir en Afrique, ou de faim, ou de guerre, ou de soif même, parce que le réchauffement climatique, on y reviendra tout à l'heure. Donc, dans quel secteur créer de l'industrie? Alors, on nous dit, mais on n'a qu'à développer les services. Comme on a Internet, aujourd'hui, tout le monde a le téléphone. Avoir le téléphone, c'est pas développer Internet, on en est loin.
Développer Internet, ça c'est les États-Unis, c'est la Chine, avec les États-Unis, ils ont les grands réseaux, Google, Microsoft et autres. La Chine a créé son propre Internet avec Alibaba, les Russes commencent à créer le leur avec Yandex, les Européens n'en ont pas, les Africains encore moins. Donc on est consommateurs des produits Internet. Nous on crée quand même les fibres, on crée le contenant, mais on n'est pas maître du tout des contenus. Alors les services, oui, il faudra bien sûr les développer, mais il faut surtout industrialiser. Alors commençons par l'agriculture. Vous avez là un potentiel énorme. Et vous avez un développement inédit du secteur rural où il va falloir, bien sûr, satisfaire les besoins des habitants du rural, mais aussi des villes, puisque l'Afrique s'urbanise comme toutes les régions du monde. Donc il faut créer une industrie agroalimentaire pour nourrir tout ce monde-là. Or, tu le sais, on fait du cacao en Côte d'Ivoire, mais on achète le chocolat. On fait les arachides, mais on achète l'huile. On cultive des tomates, on récolte beaucoup de fruits parce que c'est vrai que l'Afrique est très riche de ce point de vue-là, mais ça pourrit dans les charrettes. Bref, on a besoin évidemment de chaînes de froid et d'usines pour transformer les produits agricoles, les valoriser, les transporter, les vendre, les exporter. Donc tout ça, on aura besoin bien sûr d'électricité et d'entreprises pour faire ça. On a besoin de créer des emplois aussi dans les infrastructures. Il y a des besoins énormes. La BAD considère qu'il faut mettre 93 milliards de dollars par an dans les infrastructures pour se développer. Or, on n'a pas les investisseurs, pas assez, beaucoup de Chinois, mais pas assez quand même. Et après tout, pourquoi pas les Chinois, hein? L'Afrique ne peut pas rester en face à face seulement avec l'Europe. Elle a besoin évidemment de s'ouvrir au monde entier et d'accueillir le monde entier. Elle manque de réseaux de transport. La route, l'eau, l'air, les avions, c'est très 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 cher évidemment, et en plus ne parlons pas du ciel, c'est très fermé, très national, ou alors au contraire il faut faire des détours invraisemblables pour aller d'un point à l'autre de l'Afrique, et on dépend des grandes entreprises internationales, et puis on manque de réseau électrique. Mais plus que de réseau électrique, on manque d'électricité absolument partout. Or, les choix énergétiques que les pays d'Afrique vont avoir à faire sont au cœur du type de développement futur. Alors on nous dit, on est en plein milieu de la COP25, on nous dit oui mais l'Afrique, il faut qu'elle en profite, elle n'est pas encore industrialisée ni développée, il faut qu'elle aille vers un développement durable, zéro carbone. Pour moi, je suis sidérée de l'argumentation de ne pas permettre à l'Afrique d'utiliser tous ses atouts. Pour pouvoir se développer, elle aura besoin de tous ces atouts. L'Afrique ne contribue d'ailleurs qu'à hauteur de 4% au réchauffement climatique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle n'est pas responsable du réchauffement climatique. Alors ça ne veut pas dire qu'elle doit faire tout et n'importe quoi. Mais les Africains vivent sans électricité. Il y a 640 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité. Il y a 33 pays en Afrique qui ont un taux d'électrification en dessous de 20%. Et même le Niger, c'est 13% par exemple. La Guinée, pardon. Donc un pays riche, pourtant aussi la Guinée. Donc il faut permettre aux Africains d'accéder à l'électricité, d'autant plus que tous les usages s'électrifient. Nous ici, la voiture, mais vous là-bas aussi, peut-être pourquoi pas avoir droit aux voitures pour se déplacer, mais l'Internet, évidemment, qui nécessite beaucoup de consommation électrique, qui nécessite en plus, d'ailleurs, je dois le dire entre parenthèses, des matériaux rares que vous avez dans votre sous-sol et qui vont faire l'objet, je peux déjà mettre ma main au feu, de tensions majeures sur le marché international, puisqu'entre la Chine et l'Afrique qui se partagent ces matériaux rares, tout le monde veut y avoir accès, évidemment, et on va encore venir, évidemment, acheter ou extraire, en détruisant l'environnement au passage, les matériaux rares pour pouvoir développer nos usages, que ce soit la voiture, le bâtiment, même le photovoltaïque, les panneaux sont faits aussi de matériaux rares. Donc voilà. Donc l'Afrique est riche de matières premières, on l'a dit, elle a beaucoup de sources énergétiques. Elle a du pétrole, elle a du gaz, elle a du charbon, elle a du soleil, elle a du vent, elle a des fleuves, elle a de l'uranium même. Et donc moi, ma position, mais on peut la discuter bien sûr, c'est qu'elle aura besoin de tout ça et qu'elle doit créer un mix décarboné, certes, on va y revenir, mais diversifié. Or, pour diversifier son mix, elle va avoir besoin
d'énormément de transfert de technologie, de coopération internationale. Et là, l'Europe peut peut-être avoir un rôle intelligent, important, solidaire à jouer pour que l'Afrique puisse développer ses sources énergétiques. Je dois dire d'ailleurs au passage que aujourd'hui, le mix énergétique africain, c'est 1% d'énergie renouvelable. Alors quand on dit qu'il faut faire du 100% solaire, bon, pourquoi pas, mais alors quand? Parce que, et en plus, je pense que ce ne sera pas assez pour électrifier l'Afrique et permettre de construire des entreprises qui permettent de transformer justement les matières premières, qu'elles soient agricoles ou qu'elles soient du sous-sol. Mais on a besoin de photovoltaïque, évidemment, pour faire des petits panneaux, pour éclairer, pour la cuisson. On a besoin de grandes fermes photovoltaïques ou éoliennes pour alimenter des villes ou des villages. Les villages en Afrique, c'est pas un village à la française, hein, c'est quand même 35 000 habitants, c'est des agglomérations de villages dans la brousse, donc il faut toujours pouvoir les relier. Mais ça ne suffira pas, il faut tout utiliser. L'Afrique produit aujourd'hui 80 gigawatts d'électricité, ce qui fait, et elle a besoin de 160 selon la BAD en 2025 pour que tout le monde ait accès à l'électricité. On est en 2020, ça voudrait dire qu'il faut construire 80 gigawatts de capacité en 5 ans, on en fait un par an, donc on peut toujours s'engager, donner des chiffres, dire des chiffres, il faut dire surtout comment on fait, et il ne faut pas refuser à l'Afrique de développer l'ensemble de ces projets, qu'ils soient des petits projets, qu'ils soient des grands projets, qu'ils soient des projets reliés à des réseaux électriques, qu'ils soient des projets hors réseau, évidemment, mais avec l'ensemble des sources. Alors on nous dit, oui, mais il faut qu'elle arrête avec les fossiles, ça pollue, effectivement, ça émet des gaz à effet de serre, le pétrole, le charbon, mais bon, c'est 92% de la production électrique aujourd'hui, donc comment on fait déjà pour commencer? Mon idée à moi, ce serait quand même que l'Afrique puisse bénéficier des technologies moderne pour rendre le charbon, le pétrole, le gaz plus propre. Alors le gaz, ça se fait déjà avec du cycle combiné, mais le charbon, pas encore. Il faut créer des centres de stockage de CO2. L'Europe avait 12 projets pilotes qu'elle a malheureusement arrêtés. Il faut les remettre en route. Il faut en faire bénéficier l'Afrique qui a besoin de son charbon. Mais évidemment, il faudrait le rendre un peu plus propre, idem pour le pétrole. Mais elle a besoin aussi de développer ses énergies renouvelables. Et pourquoi pas le nucléaire? Alors, évidemment, quand je dis le nucléaire, les gens poussent des cris d'orfraie. Ouais, pas le nucléaire, pas pour l'Afrique, ils sont pas prêts, ils sont pas stables, ils ont ceci, ils ont cela. Il faut savoir que l'Europe, au lendemain de la guerre, c'était quand même fait la guerre entre nous. On a signé un traité Euratom en 58 pour produire l'électricité nucléaire qui nous a permis la prospérité. On ne connaîtrait pas la prospérité qu'on a aujourd'hui en Europe si on n'avait pas eu l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, c'est quelque chose de formidable, c'est l'énergie du futur. Avec un atome comme ça, je montre mon pouce, tu éclaires la Terre entière, c'est une technologie extraordinaire. On a fait d'énormes progrès dans la sûreté et j'ose affirmer que c'est l'industrie qui crée le moins d'accidents et le moins de morts au monde. Si je compare avec l'automobile, par exemple, 25 000 morts par an en Europe, personne ne pense à arrêter l'industrie automobile. Ne parlons pas du charbon. Donc, et l'industrie nucléaire a eu 3 accidents, sans doute 3 de trop, mais desquels on a beaucoup appris pour améliorer encore la sûreté. Et l'Afrique a 34 pays qui possèdent de l'uranium. Donc pourquoi encore, nous, on va chercher l'uranium en Afrique? Pourquoi l'Afrique ne serait-elle pas capable d'utiliser son uranium, de la transformer? Il y a des conditions, il y a des pays intéressés, ils sont 10. Moi, je viens de faire un colloque à Helsinki sur l'énergie nucléaire en Europe. J'avais invité le Kenya, qui s'interroge sur son futur nucléaire. L'Afrique du Sud a déjà une centrale avec 2 réacteurs. Il y a quelques réacteurs de recherche. Il y a aussi pour la santé, parce que comme tu sais, le nucléaire, c'est la radio. Hein, donc la radiologie, la chimiothérapie, tout ça, il y a beaucoup de choses à base de nucléaire. Donc on en a besoin. Et il faut pouvoir le développer, évidemment, dans des conditions de sûreté maximales. Mais pour ça, encore une fois, besoin de coopération. Il y a beaucoup de coopération en Europe, entre les pays d'Europe qui ont le nucléaire. Il y a des coopérations entre les pays d'Europe et les autres pays du monde, comme les Russes, comme la Chine, comme l'Inde, comme la Corée, qui ont aussi le nucléaire sur leur territoire. Il y a une association internationale qui gère, qui règle, qui impose des normes de sûreté
mondiale. L'Europe est même plus loin que ça, évidemment, que les normes de sûreté internationales. Elle s'est créée ses propres normes de sûreté qui sont les plus avant-gardistes du monde. Et il faudra bien sûr gérer les déchets nucléaires, puisque le nucléaire, il ne faut pas le nier, il ne faut pas le cacher. Ça produit des déchets radioactifs qu'il faut gérer. Et il y a des solutions. J'ai fait un gros colloque là-dessus à Paris l'année dernière. Malheureusement, ça ne se sait pas assez. Il n'y a pas assez de débats publics ouverts où on met ceux qui sont contre, mais aussi ceux qui sont pour dans le débat, parce qu'on ne peut pas faire parler uniquement ceux qui sont contre. Donc ça, c'est ma bataille. Mais bon, je ne sais pas si je la gagnerai. Hein. Ça fait 15 ans ou 20 ans même que je la mène. Mais enfin, il y a un petit plus parce que même le GIEC, qui travaille sur les enjeux climatiques, a reconnu que sans le nucléaire, on oublie nos objectifs climatiques pour le monde. Alors, de deux choses l'une. Ou on ne veut pas mourir d'explosion nucléaire, et auquel cas on a quand même raison, mais dans ce cas-là, il vaut mieux se battre contre les armes nucléaires que les centrales qui n'explosent pas. Ou alors on meurt de chaud, hein, on meurt de réchauffement climatique, ou de froid, ou d'inondation, enfin, ou de catastrophes naturelles provoquées par le réchauffement climatique. Et ça ira beaucoup plus vite, si tu veux mon avis, que les explosions dans le nucléaire. Alors voilà ce que je voulais un petit peu dire. Donc besoin d'un mix décarboné diversifié, et pour ça, besoin d'États qui renouent avec des politiques publiques audacieuses. Je vois qu'on a pas mal de cœur, ça veut dire que les gens nous suivent, ça veut dire qu'ils aiment bien ce que tu dis. Bon, c'est bon, tu peux continuer, c'était juste pour te montrer les petits cœurs. Ah, les petits cœurs, alors merci. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, donc, c'est comment faire. Parce qu'une fois qu'on a dit il faut 320 gigawatts en 2100, parce que il faudra en 2050, il faut d'après la BAD 160 gigawatts en 2025, mais comme on va doubler de population en 2050, ça veut dire 320 gigawatts, c'est-à-dire la valeur de 320 centrales nucléaires françaises de 1000 gigawatts. Il faut quand même être alors, il ne faut pas construire 320 centrales en Afrique, c'est pas ça. Oui. Mais il faut développer absolument toutes les sources, et il faut qu'à partir de cette électrification de l'Afrique, qui se fera de différentes façons, hein, au niveau local, au niveau régional, au niveau international, même avec des interconnexions, on puisse développer les activités industrielles dans l'agriculture et ailleurs. Donc, et dans la santé aussi, hein, on aura besoin de créer des hôpitaux, et dans les infrastructures. Donc, des politiques publiques beaucoup plus audacieuses. Aujourd'hui, il y a des États qui les mettent en place. Bon, il y a le plan de développement au Burkina Faso, par exemple, prenons un pays que j'aime et que je connais un peu, mais aussi le plan émergence au Sénégal. Il y a des pays qui mettent, la Côte d'Ivoire, bien sûr, qui est la plus avancée, le Ghana, qui mettent en place des politiques nationales de développement avec des politiques énergétiques publiques. Ça ne les empêche pas de travailler, d'ailleurs, c'est souvent dans un rapport public-privé, ce qui est très intéressant, et là on a beaucoup à apprendre de l'Afrique, puisque l'Afrique n'a pas peur des entreprises privées, elle travaille avec, nous, on diabolise l'entreprise, qu'elle soit publique ou privée d'ailleurs. Et c'est un énorme problème. Mais ça ne suffira pas, les politiques nationales. Il faut vraiment monter aux enjeux régionaux. Il faut constituer des marchés régionaux comme l'Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'elle fait d'ailleurs, hein, je n'invente rien. Et je ne donnerai certainement pas de leçons à l'Afrique, mais je sais qu'il y a un commissaire à l'énergie dans la CEDEAO, il y en a un au sein de l'UEMOA, qui mettent en place des politiques énergétiques régionales, avec d'ailleurs une grande association pour les réseaux qui s'appelle le WAP, et donc qui réfléchit bien sûr à la mise en place de projets énergétiques avec la construction non seulement de petits projets locaux, mais de centrales électriques. Ce qui me choque beaucoup, c'est que quand l'Afrique décide de construire des centrales thermiques, par exemple, comme au Burkina Faso, la Banque mondiale ou la BEI refusent les aides à la construction de ces centrales au nom du thermique qui pollue. Or, l'Europe donne des leçons à l'Afrique. Or, elle continue à subventionner ses centrales au charbon. Elle a même permis à l'Allemagne d'en ouvrir 17 après l'arrêt du nucléaire en Allemagne. Donc voilà, faites comme je dis, pas comme je fais. Hein, tu vois, on peut quand même s'interroger. Mais surtout, si on veut que l'Afrique continue à exploiter son charbon, eh ben, il faut l'aider à le rendre plus propre. Voilà, et ça, c'est de la coopération internationale, c'est de la technologie, c'est du transfert de technologie, c'est de l'innovation. Ça, c'est de la richesse.
infrastructures. Et là, l'Europe aurait sa petite carte à jouer. Alors, les plans de développement industriel, il y en a eu alors, en Afrique. Il y en a eu à l'UA, il y en a eu à la BAD, il y en a eu à la Banque mondiale, il y en a eu tout là. Et le résultat, pour l'instant, c'est quand même toujours 1,6% de contribution à la valeur ajoutée mondiale. Donc, oui, les engagements, mais les engagements, ça ne mange pas de pain, quoi. Après, il faut mettre en accord les mots et les actes, les engagements et les actes. Et les actes, là, moi, je pense que, bien sûr, les États ont leurs responsabilités, les régions aussi, les bailleurs internationaux aussi, mais surtout, les acteurs de la société civile. Émergent en Afrique des acteurs dans la société civile, de jeunes beaucoup mieux formés qu'avant. D'ailleurs, ils vont se former, même plus en Europe maintenant, hein. Ils vont aux États-Unis, en Australie, voire en Chine, en Canada. Et ils reviennent avec la volonté de développer leur Afrique. Et ça, c'est formidable. Et je pense que les bailleurs de fonds internationaux doivent réfléchir. On ne doit pas financer des projets sur la base de nos propres critères, de leurs critères, mais sur les projets africains, mais pour cela, il faut qu'il y en ait. Il n'y en a pas assez. Il faut donc que les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs en Afrique, s'organisent, se rencontrent, discutent entre les villes, entre les régions, pour faire émerger des projets de développement. Il y en a quelques-uns, bien sûr, mais vu les besoins et les challenges que l'Afrique a devant elle, évidemment, c'est nettement insuffisant. Alors, la dernière chose que je voudrais dire quand même, parce que on a eu quelques réactions, bon, on n'a pas besoin de l'Europe, on n'a pas besoin de vos sous, on n'a pas besoin de ci, on n'a pas besoin de ça. Bien sûr, l'Afrique n'a pas besoin d'avoir des aides publiques condescendantes de la part de l'Europe, hein, des aides au développement. Il faut transformer ces aides au développement. Il faut certainement en garder quand même pour les régions les plus pauvres, mais il faut transformer ces aides au développement en aides à l'investissement. C'est-à-dire qu'il y a des projets, eh bien, c'est là-dessus qu'on va mettre les sous. Et ça, c'est très important parce que les projets ont besoin d'argent, bien sûr, pour pouvoir se développer. Mais il faut aussi garder surtout la coopération avec les États du monde les plus avancés, parce que c'est eux qui possèdent les technologies. C'est eux qui ont l'innovation. Donc il faut pouvoir la partager. L'innovation, c'est comme les idées, ça doit se partager au niveau mondial. Le monde, c'est une même planète pour tous les hommes. Hein. Il y en a qui ont la chance de naître et de se développer à Paris, où il n'y a pas de guerre, où il y a un climat modéré, où il y a le développement. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas la chance et qui sont nés au Soudan, et on leur dit, bah, toi, tu es né au Soudan, tu n'as déjà pas de chance, mais tu n'en auras pas non plus une deuxième, parce qu'on t'interdit de migrer. Parce qu'on dit, attention, l'immigration, on n'en veut pas. Si on ne veut pas d'immigration, déjà, il faut faire ce qu'il faut pour développer, mais en plus, ce serait, même si l'Afrique se développait, il faudrait des migrations, parce qu'il n'y a rien de tel que l'échange, la coopération, et puis c'est un choix de vie. Après tout, c'est un bien public, comme je dis. Les gens ont le droit de pouvoir décider de là où ils ont envie de vivre. Moi, si j'ai envie d'aller vivre en Afrique, je peux. Il n'y a pas de raison que si un Africain qui veut venir vivre ici ne le puisse pas. Donc voilà, c'est tout un combat. On a mené ce combat l'année dernière pendant tout un séminaire sur l'immigration. On a organisé un festival de cinéma là-dessus. Bien sûr, on n'est pas assez relayé, on n'est pas assez connu. On doit travailler beaucoup plus d'ailleurs avec les Africains eux-mêmes. Il est hors de question de travailler pour l'Afrique dans son bureau sans connaître l'Afrique. Il faut y aller, il faut échanger, il faut faire venir les Africains. D'ailleurs, Awa, je suis très contente qu'on travaille ensemble. On a un réseau, la plateforme UE Afrique, des entretiens africains, ça rassemble 4000 personnes. On a fait une centaine de réunions, dont la moitié en Afrique. On a une association à Ouagadougou pour toute l'Afrique de l'Ouest, qui est dirigée par des Africains d'ailleurs, mais dans un échange avec l'Europe, parce que moi, mon rêve, mais bon, c'est de changer les relations entre l'Europe et l'Afrique. J'aime l'Europe, j'ai beaucoup de critiques sur l'Europe, j'aime l'Afrique, j'ai beaucoup de critiques sur l'Afrique. Il faut améliorer la gestion ici et là-bas. Il faut mieux travailler ensemble, mais pour ça, on a besoin de sociétés civiles beaucoup plus actives, beaucoup mieux organisées, et qui s'informent et qui s'éduquent pour pouvoir demain gérer les économies de nos pays.
Voilà, moi, ce que je voulais te dire à l'occasion de cette petite rencontre, cette petite émission. Moi, je suis prête à répondre à toutes les questions, hein, s'il y en a. Tu en as peut-être. Je ne sais pas si les internautes ont accès à la parole ou pas, mais ce serait bien. Sinon, on leur répondra par mail, évidemment. Voilà, par message, quand ils vont nous écrire. Bon, en tout cas, vraiment, on tient à te remercier, Claude, pour cette belle analyse que tu viens de nous faire. Mais moi, j'ai une question à poser. Et moi, je pense que cette question aussi, les internautes se la posent. C'est de dire que les Occidentaux, si on peut dire ça comme ça, les Européens refusent que l'Afrique s'industrialise. Parce que pour eux, si l'Afrique s'industrialise, c'est sûr que l'Afrique n'aura plus besoin de l'Europe, de l'Occident. Donc, ils font de telle sorte que l'Afrique s'industrialise pas. Donc, si on veut dire, ils mettent des blocages, ils mettent des bâtons dans les roues, si on peut dire. Donc, moi, je pose cette question parce que je pense que cette question, tous les internautes ont envie de savoir. Et moi, je te la pose. Est-ce que tu penses que éventuellement il y a cette possibilité-là qu'on bloque les Africains, les pays africains à ne pas s'industrialiser? Alors, je dirais que c'est un petit peu moins manichéen, si j'ose dire. C'est un petit peu moins l'Europe veut pas que l'Afrique s'industrialise et je pense qu'il y a des responsabilités partagées. Bien sûr, toute l'époque coloniale, la responsabilité majeure était chez nous, était en Europe. Même si pendant la période de la colonisation, il y a eu des réalisations, mais qui étaient plus au service d'ailleurs des colonisateurs que des Africains. Ça, c'est absolument vrai. Moi, je suis pour revenir d'ailleurs sur cette période, sur cette histoire. On a fait un festival de droit à la mémoire. Aujourd'hui, c'est plus compliqué que ça parce que on sait qu'on est dans un monde interdépendant, on est dans un monde globalisé, on est tous interdépendants. Quand ça va mal là-bas, ça peut aller mal ici. Quand il y a une crise là-bas, tout le monde subit la crise. Donc on a besoin que l'Afrique se développe. Par contre, on n'est pas prêt de lâcher nos intérêts. Donc c'est très compliqué en même temps. Donc on a besoin de garder nos intérêts tout en développant les intérêts de l'Afrique. C'est très dur, très très dur. Donc, quand il s'agit d'entreprises publiques, ça devrait être plus facile, c'est-à-dire que les États devraient avoir le souci de la solidarité internationale, surtout quand ils pensent que nous avons besoin d'échanges, mais d'éviter trop de migration, trop de mouvements de population face aux enjeux qui sont devant nous, face aux défis qui sont devant nous. L'Europe a une dette envers l'Afrique. En tout cas, elle a une responsabilité. Elle doit l'aider à se développer. Elle avait conçu d'ailleurs des aides au développement, ça s'appelle comme ça, des aides importantes au développement, mais qui ont été souvent très mal utilisées. Et c'est pas ça seulement la faute de l'Europe, par contre. Quand on donne des aides aux États africains et que les États africains ne les mettent pas au service de leur population, là, ils portent la responsabilité. Alors, en même temps, on pourrait me dire, oui, mais tes États africains, ils sont mis en place par l'Occident. Ce qui n'est pas faux non plus pour certains pays, mais ce qui n'est pas vrai partout. Hein. Kagame, c'est pas nous qui l'avons mis en place. Je sais qu'il y a beaucoup de débats autour du Rwanda, mais quand même, voilà un pays qui se développe, et ça, il le fera avec sa conception avec les Rwandais. Et il refuse d'ailleurs que l'Europe, il a raison, et il n'y a pas que lui, le Ghana aussi a manifesté quand Macron est venu en Afrique de l'Ouest expliquer un petit peu ce qu'il voulait, je veux, 39 fois dans son discours à Ouagadougou, ce qui m'a valu de lui faire un article qu'il n'a pas aimé d'ailleurs, mais enfin bon, laisser parler les Africains, eh bien, ils ont envie de se développer et dire si vos aides, elles nous imposent des choix ou des critères ou des normes, on n'en veut pas. Et là, c'est bien. Par contre, je suis quand même pour garder les aides et les transformer. C'est ce que je disais en investissement. Là, l'Afrique en a absolument besoin. L'Afrique a besoin d'argent pour se développer. Elle n'a pas assez d'argent pour l'instant. Quand elle transformera ses richesses, elle en aura, mais c'est pas. Il va falloir. Il y a toute une transition à réaliser. Et je pense que il ne suffit pas de dire l'Europe ne veut pas. Il faut que l'Afrique dise moi je veux. Si l'Afrique ne dit pas je veux me développer, je vais former mes jeunes, je vais laisser la place, je vais mettre en place des régimes démocratiques dans les pays pour pouvoir l'alternance, mettre en plus des jeunes élites qui connaissent les sujets et qui travaillent en coopération avec le reste du monde, ce sera compliqué. Donc, mais tu vois, je dirais pas les méchants d'un côté, les gentils de l'autre. Non, c'est plus complexe. D'ailleurs,
c'est peut-être un petit peu dur ce que je vais dire, mais si l'Afrique a pu, comme ça, vendre, enfin, ou donner tous les esclaves à l'époque, c'est parce qu'il y a eu quand même des rois véreux en Afrique qui ont permis D'accord. de faire ça. Ok, si. Après, bien sûr, la colonisation, c'est encore un autre débat, c'est d'autres rapports de force. Aujourd'hui encore, il y aura encore des tensions parce que, comme je le disais, l'électrification des usages dans le monde, c'est beaucoup de matériaux rares. Il va y avoir des conflits pour y avoir accès. Ouais. Et c'est les plus riches et les plus développés qui vont y avoir accès. Sauf si l'Afrique, après tout, pourquoi pas, certains pays qui les ont pourraient nationaliser leurs mines. C'est à eux de faire la nationalisation de leurs richesses. D'accord. Hein. Non pas pour avoir une gestion publique de ces mines, mais ils les nationalisent pour que dans des rapports publics-privés en Afrique, ils puissent les exploiter et en bénéficier eux-mêmes. Je voulais revenir sur quelque chose tout à l'heure, Claude, que tu as dit. Et moi, je trouve que c'est très intéressant. Si, j'espère que les internautes ont bien entendu, ils ont bien compris. Tu as dit que c'est un rapport d'intérêt. C'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui, les Occidentaux, les Européens ont intérêt à ce que l'Afrique s'industrialise? Oui, l'Afrique doit s'industrialiser. Mais est-ce qu'ils ont intérêt? Et moi, je pense que ça, c'est une question qui est très intéressante, très fondamentale, dans la mesure que oui, il y a une réponse à donner à ça. Est-ce qu'ils ont vraiment intérêt? Peut-être qu'ils n'ont pas intérêt à ce que nous, les Africains, on s'industrialise. Donc, du coup, ils nous mettent des bâtons dans les roues. Non, mais lesquels, les bâtons dans les roues? Il y a des gens même qui assimilent aujourd'hui les présidents africains comme des députés européens, c'est-à-dire qu'ils sont députés. Voilà, mais c'est vrai qu'il y en a qui laissent faire les politiques et qui n'ont pas... Je vais te laisser répondre à ça et on a un internaute qui a posé une question auquel tu vas répondre. D'accord. Non, je dirais que l'Europe, si on regarde les choses, aurait intérêt à ce que l'Afrique se développe. Non, mais elle a. Oui, mais si elle veut défendre ses intérêts, alors il faut qu'elle réfléchisse bien à qu'est-ce qu'ils sont. Des échanges de pays riches à pays pauvres, c'est jamais intéressant pour les pays riches. Les pays riches, ils vont exploiter tout ce qu'ils peuvent, ils vont extraire tout ce qu'ils peuvent, mais tu as vu, c'est quand même petit. En Afrique, on n'investit pas énormément en Afrique. Bon, même la Chine qui investit plus, c'est quand même le continent où elle investit le moins. Hein. Donc, même les Chinois, ou même les Européens, ou même les Occidentaux, même les Américains qui investissent en Afrique, investissent moins que dans d'autres régions du monde. Pourquoi? Parce que l'Afrique est pauvre. Donc, l'Afrique, s'ils veulent pouvoir s'enrichir, les pays riches, encore un peu plus, il faut qu'ils développent leurs activités avec des pays riches. Donc, ils ont intérêt à ce que l'Afrique se développe. Bon, et ils ont un deuxième grand intérêt, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même la démographie. La démographie, 2,4 milliards d'habitants, c'est énorme. Je sais qu'il y a de la place encore en Afrique, évidemment. L'Afrique n'est pas habitée à beaucoup d'habitants au kilomètre carré partout, mais... si on n'arrive pas à développer l'Afrique, qui va s'appauvrir, qui va creuser ses inégalités, les gens ne vont pas rester en Afrique. Enfin, dans certains pays, parce que c'est toujours pareil, l'Afrique, c'est pas l'Afrique, c'est les Afriques. Hein. Il faut vraiment penser que c'est plein de pays différents. C'est des 54. pays riches, 54, avec des pays riches, des pays pauvres, des pays qui se développent, des pays qui régressent, des pays qui subissent beaucoup plus le changement climatique que d'autres, etc., etc. Donc on a une diversité de pays et de réalités. Et donc, moi, je suis pour aider d'abord les plus pauvres, parce que je suis vraiment pour créer de la solidarité partout, parce que tant que tu laisseras des poches de pauvreté, l'Afrique explosera elle-même, de toute façon. Et les Européens n'iront plus. D'ailleurs, pour dire la vérité, depuis quelques années, il y a moins d'engagement européen qu'avant. Ils se détournent. Et les Africains se détournent de l'Europe, avec leur juste raison. Ils veulent plus, évidemment, que les Européens viennent comme ils sont venus avant, et ils ont raison, je les soutiens mais complètement. Par contre, attention, que si les Européens viennent plus, alors qu'ils ont besoin d'investissement, et ils ont besoin de créer des projets sur leur territoire, il y aura un manque à gagner. Alors, d'autres viendront. La Chine viendra, alors on peut dire, oui, mais les Chinois, ils se comportent mal en Afrique. Bon, d'abord, il faut regarder de plus près. Ils apprennent vite. Hein, et puis, quand ils promettent un pont, le pont, l'année d'après, il est construit. Hein. Nous, l'année d'après, on est encore en train de signer les papiers. J'exagère à peine. Donc, il faut faire attention à tout ça. Tout le monde regarde l'Afrique avec intérêt, parce qu'on pense que c'est le continent d'avenir. C'est pas encore gagné. Quand l'Afrique est à 3%, j'insiste peut-être là-dessus, mais ça veut dire que
elle n'a pas gagné encore son développement et encore moins son développement durable. Hein. Donc il y a des challenges, mais 2,4 milliards d'habitants, c'est pas un problème africain, c'est un problème universel, c'est un problème pour la planète, et donc tout le monde doit s'y intéresser de façon responsable. D'accord, ok. Il y a un internaute qui nous a posé une question, je ne sais pas si c'est une question ou bien c'est une rigolade, parce qu'il a mis une grosse bouche content de rire. Monsieur Stéphane, si vous m'entendez, au fait, nous ici, on ne donne pas de travail, parce que vous avez dit, moi je cherche du boulot. Nous, on ne donne pas de travail, c'est bien, voilà. Mais nous, justement, c'est critiquer ces politiques-là pour aider nous les jeunes aujourd'hui à avoir du travail. Certes, on a fait des études, on a des formations, mais on ne travaille pas. Et j'avais déjà fait une vidéo justement sur l'emploi des jeunes, sur la formation des jeunes. Il y a énormément de jeunes qui sortent aujourd'hui sur le marché de l'emploi et il n'y a pas. Donc justement, moi, mes vidéos, c'est pour critiquer tout ça, c'est pour éveiller certaines consciences. C'est pour ça que le titre de mes vidéos, c'est l'Afrique virgule maintenant. Madame Claude vient de dire quelque chose qui est très intéressant. Elle a dit, lorsqu'on dit que l'Afrique est le continent de l'avenir, il faut voir le continent du futur. C'est pas totalement juste et je suis tout à fait d'accord avec elle. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Donc, du coup, il faut aujourd'hui, comme elle a dit, il faut qu'on s'industrialise. Moi, j'avais déjà fait une vidéo la semaine dernière sur la mondialisation, l'Afrique dans la mondialisation. Est-ce que l'Afrique est dans la mondialisation ou en marge de la mondialisation? Donc, voici ces questions sur lesquelles, justement, nous, on travaille, sur lesquelles... Mais si tu permets, moi, je dirais un petit mot à ce jeune homme. Oui, enfin, voilà. Stéphane, je ne sais pas si c'est un jeune homme ou un moins jeune homme. Oui, Alex. Voilà. Mais effectivement, l'Afrique est confrontée au défi de créer des millions d'emplois. Des millions d'emplois. Où est-ce qu'on va créer ces emplois? Dans les activités nouvelles, dans des projets. Mais aussi, attention, l'Afrique a un atout formidable, c'est l'économie informelle. Nous, on l'a supprimé complètement en Europe. C'est un drame absolu. Et les jeunes qui sont en chômage massivement aussi, eh bien... Qu'est-ce qu'ils attendent? Des aides. Alors les aides, donc on fait l'assistance, assistance sociale, ou alors les aides des parents. Enfin, il y a toujours quelqu'un qui aide quand les jeunes n'ont pas de travail. Les jeunes Africains, eux, ils n'ont pas d'assurance chômage. Alors je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, par contre on peut en discuter. Mais par contre, il n'y a pas les moyens d'une politique sociale dans les États africains pour l'instant, en tout cas. Mais par contre, ils ont une économie informelle extrêmement dynamique, extrêmement intéressante, qui crée d'ailleurs les jeunes entrepreneurs de demain, parce que c'est le système D au départ, et puis petit à petit ça s'organise. Et il y a même dans l'économie informelle, il y a même des petites entreprises qui se développent, il y a des sociétés un peu moyennes même qui se développent, qui sont toujours dans l'informel parce qu'elles ne veulent pas payer d'impôts. Et ça c'est dommage parce que moins d'impôts, moins d'infrastructures, moins de routes, moins de services publics, moins d'écoles, moins de santé, etc. Donc, moi, j'ai fait il n'y a pas longtemps à Ouagadougou un colloque sur l'économie informelle, les atouts de l'économie informelle. Et j'ai fait un deuxième colloque dans la suite, à quoi sert l'impôt? Parce que dans le premier colloque sur l'économie informelle, là, j'avais beaucoup d'acteurs africains qui sont venus m'expliquer qu'ils ne veulent pas payer des impôts parce qu'ils ne savent pas après comment c'est utilisé, à quoi ça sert. Alors, moi, je leur ai dit, si vous ne payez pas, on va faire un colloque sur à quoi ça sert l'impôt. Mais l'impôt, c'est comme une dette qu'on a en direction de la société ou de l'État, puisqu'il y a des services qui sont rendus, comme l'école publique, par exemple, ou la santé, et ben, tout le monde doit y contribuer. Donc, l'impôt, c'est une façon de contribuer au développement de la société et c'est une dette dans le sens où quand on en a besoin, on doit pouvoir l'utiliser alors gratuitement ou pas gratuitement. D'ailleurs, tous les services ne sont pas obligatoirement gratuits, mais voilà. Et donc, l'impôt va permettre de développer justement des infrastructures, mais pas seulement aussi. Aider des entreprises qui rentrent dans la légalisation avec des règles et elles auront accès à des services juridiques quand il y a des litiges, le droit des affaires avec l'OHADA, enfin, etc. Donc ça, c'est très important. Mais par contre, il faut préserver absolument comme la prunelle de vos yeux, l'économie informelle. C'est quelque chose de formidable. Et je serais pour qu'on régule l'économie. Pas qu'on y mette des règles et des légalisations et de l'impôt. Non, qu'on régule l'économie informelle pour lui permettre au contraire de la promouvoir, pour la promouvoir et pouvoir la développer absolument partout. Vous avez un défi phénoménal dans les enjeux démographiques, c'est que les villes vont se développer, 4% d'urbanisation par an, c'est important, mais les campagnes aussi vont se développer.
Donc, et ça, évidemment, donc il va falloir créer des activités et à la campagne et en ville. Vous n'aurez pas d'exode rural comme nous, on l'a connu après-guerre. Mais nous, on est un tout petit pays, enfin bon, tout petit. 50 millions d'habitants. Ouais. Et on n'y arrive pas. Alors, quand on fait la leçon à des gens qui ont 1 milliard d'habitants, moi je rigole parce que je me dis, et comment on ferait nous? Alors, l'Afrique n'est pas un pays. D'accord. Chine, Donc, je te dirai en même temps de conclure parce qu'on a quand même dépassé 30 minutes. Après, peut-être les internautes vont dire qu'on a fait une vidéo trop longue. Mais je pense que tout ce qu'on a dit, c'est très intéressant de savoir. Parce que quand on fait une vidéo comme ça, c'est pour apprendre des choses, c'est pour faire comprendre des choses. Donc, il faut qu'on donne le maximum d'informations. Donc, je pense que Claudel a donné le maximum d'informations. Et là, elle va conclure. On peut toujours mieux faire. Voilà, hein, elle va conclure et on va vous dire au revoir. Conclure comment? En disant que, bon, nous, on a beaucoup travaillé sur la croissance inclusive. L'Afrique doit s'industrialiser. Oui, alors, l'importance ou pas? Est-ce qu'elle peut, à quel niveau? Bien sûr, dans combien de temps? Elle doit. Alors, dans combien de temps? Ça dépend aussi des Africains, bien sûr, mais pas seulement. Je l'ai dit, on est dans une économie interdépendante, donc il faut vraiment mobiliser les forces extérieures dans des institutions, d'ailleurs, mais pas seulement des textes. Il faut après que les mesures soient prises. Il faut éviter les mesures d'ajustement structurel à la FMI comme on les a connues il y a quelques années. Il faut vraiment donner à l'Afrique la possibilité d'élaborer ses propres projets pour faire une croissance inclusive. Et je suis persuadée que ça passe par l'organisation de régions. L'Afrique a des grandes régions, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Centre, l'Afrique du Sud, etc. L'Afrique du Nord qui est plus développée, enfin, pas tous les pays, mais quand même. Et en Afrique de l'Ouest, que je connais un peu plus, il y a un développement très intéressant au niveau régional. Hein, c'est la région la plus intégrée. Et là, je pense que les Africains ont une démonstration, si j'ose dire, parce que à faire que les autres régions pourraient aussi utiliser ou tirer des enseignements positifs pour leur propre organisation. Après, tu as vu que l'Afrique vient de voter un marché de libre-échange, vient de décider de créer un marché de libre-échange avec 40 pays d'Afrique, donc c'est énorme, c'est très important, avec une union douanière, ce qui va permettre aux échanges de ne pas être sans arrêt bloqués aux douanes par les PDG africains, police, gendarmes, douaniers, qui empêche d'ailleurs une fluidité, une mobilité entre les Africains eux-mêmes. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire, mais l'Afrique le sait. L'Afrique n'a pas de leçons à recevoir. Elle est consciente, évidemment, les Africains sont conscients de ce qu'il faut faire. Ils ont envie de prendre leurs affaires en main, il faut leur faire confiance, mais il faut leur donner aussi la possibilité de pouvoir se développer en aidant à la formation et au transfert de technologie. Encore une fois, c'est vital. Ok, super. Bon, on va remercier Madame Claude Fischer-Herzog de nous avoir présenté ce travail-là sur l'industrialisation et l'énergie en Afrique. Et sur ce mot, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire que elle vient de conclure, elle a très bien conclu. Il faut donner la responsabilité aux Africains. C'est pas aux autres d'attendre. Voilà, il faut qu'ils apprennent les responsabilités. Plutôt. Il faut qu'on se développe nous-mêmes. Voilà, aujourd'hui, moi je le dis chaque fois à mes fins de séance, l'Afrique égorge énormément de personnes intelligentes, de grands intellectuels. Je sais pas pourquoi chaque fois ils font des colloques, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas il y a pas de solution, on ne trouve rien. Alors que ce sont des colloques. Tu exagères un petit peu. Oui, si, non, mais c'est vrai. J'exagère. Non, c'est mieux que j'exagère parce qu'il n'y a pas de résultat. Alors que chaque fois, on fait de grands colloques, on fait des conférences, des millions de conférences, des sommets. Il n'y a pas de suivi. Il y a pas. Moi, je suis aujourd'hui, je l'ai dit dans une de mes vidéos, je suis adepte du travail, c'est-à-dire du résultat. Il faut qu'on ait un résultat. À chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut qu'on ait un résultat. Sur ce, je remercie tous les internautes qui nous ont regardés aujourd'hui. Claude était ma première invitée. Voilà, je la remercie d'avoir fait ce jeu, cette séance de vidéo avec moi. Et j'espère que vous avez bien aimé. J'ai vu beaucoup de cœurs, j'ai vu beaucoup de likes. C'est gentil de votre part. Diffusez-la, il faut la partager énormément parce que ce que je fais, c'est pour nous, les Africains, c'est pour nous tous. L'Afrique, et nos relations, pas que moi. Parce que le monde, c'est des relations. Voilà, les relations aussi entre un monde plus humain,
plus fraternelle, voilà, de plus toutes solidaire. les manières, l'Afrique ne peut pas sans l'Europe, l'Europe ne peut pas sans l'Afrique. Et On est les autres ensemble. régions. Et les autres régions du monde aussi. On est ensemble, Bien c'est sûr. une, comme Claude l'a dit, c'est une connexion. Et on est humain. Donc, il faut qu'on fasse tout ensemble. Il faut qu'on fasse certaines choses ensemble. Ne primons pas l'intérêt, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est l'intérêt qui est plus primé. Oui. Mais il faut essayer. Penser de façon intelligente. Voilà, très bien, comme Claude l'a dit, il faut faire de passé intelligente. Donc, sur ce, chers abonnés, je vous remercie énormément pour cette séance vidéo que vous avez vue, que vous avez liké, et aussi que vous allez partager énormément. Moi, je vous donne le prochain rendez-vous jeudi prochain, et cette fois-ci, je parlerai des OMD, des ODD, de l'objectif du millénaire pour le développement et l'objectif du développement durable. Pourquoi, vous le saurez, parce que je pense que c'est une suite logique. Pourquoi c'est aujourd'hui au XXIe siècle qu'on pense à tous ces objectifs surtout axés sur l'Afrique. Donc ça montre que l'Afrique, ça ne va pas. Donc, il faut que ça parte. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est nous, c'est vous, c'est tout le monde. L'Afrique, c'est maintenant. Donc, je te remercie beaucoup. Merci, Awa. Et merci de nous avoir suivis. On vous fait beaucoup, beaucoup de bisous. Et rendez-vous aux entretiens africains. Voilà, très bien. Voilà, rendez-vous aux entretiens africains. On vous attend aussi là-bas. Bonne journée à vous, bon jeudi. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.